sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Araka qui va consacrer son temps d'artistique à une rediffusion que ma camarade va tout de suite vous mettre au jus, parce que moi je suis incapable de le faire. Oui, voilà, c'est une rediffusion d'une émission qu'on avait passée le 10 novembre 2014, ça fait bientôt 3 ans, sur l'école de Wissant, donc des peintres du bord de mer qui avaient installé une petite communauté donc sur cette côte. Et on raconte tout ça dans cette émission. On est allé visiter une exposition qui était à la Maison du Port à Étaples. Qui va consacrer son émission d'aujourd'hui à l'école de Wissant, W-I-2-S-A-N-T, ou Wissant, enfin ça dépend, je sais pas, c'est du Flahut en même temps, ou quelque chose comme ça, parce que c'est à peu près, ça doit être limitrophe aux Flandres françaises. Voilà, l'école de Wissant, avec des personnages assez étonnants, des peintres qui sont vraiment attachés à la vie terrifiante, terrible, des pêcheurs de la côte d'Opale. Voilà, on va vous en parler un peu, et puis aussi de notre viron dans Étaples allez, on y est allé d'abord pour voir une exposition dans un musée sur le port, là, c'est la Maison du Tourisme, je crois, non, c'est ça, Dominique ? C'est la Maison du Port. En fait. Du port, ouais, bon, voilà. Charmante Maison du Port, où il y avait une très belle exposition justement sur l'école de Wissant. Et un extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, dit justement par notre camarade Piquet-Cou. Voilà, donc ce livre donc qui parle effectivement de tous ces travailleurs de la mer. Donc Gilliatt dans le passage que je vais lire est le héros de ce livre, et la Durande est donc le bateau qui vient de subir un naufrage. Gilliatt se déchaussa, sauta pieds nus sur le goémon. La Durande était saisie, suspendue et comme ajustée entre les deux roches, à 20 pieds environ au-dessus du flot. Il avait fallu pour la jeter là une furieuse violence de la mer. Le navire, arraché aux vagues, avait été en quelque sorte déraciné de l'eau par l'ouragan. Le tourbillon de vent l'avait tordu, le tourbillon de mer l'avait retenu, et le bâtiment, ainsi pris en sens inverse par les deux mains de la tempête, s'était cassé comme une latte. L'arrière, avec la machine et les roues, enlevé hors de l'écume et chassé par toute la furie du cyclone dans le défilé d'Idouvre, y était entré jusqu'au Maître-Beau et était demeuré là. Le coup de vent avait été bien assené. Pour enfoncer ce coin entre ces deux rochers, l'ouragan s'était fait massue. L'avant, emporté et roulé par la rafale, s'était disloqué sur les brisants. La cale défoncée avait vidé dans la mer les bœufs noyés. Un large morceau de la muraille de l'avant tenait encore à l'arrière et pendait au porque du tambour de gauche par quelques attaches délabrées, faciles à briser d'un coup de hache. On voyait çà et là, dans les anfractuosités lointaines de l'écueil des poutres, des planches, des haillons de voile, des tronçons de chêne, toutes sortes de débris tranquilles sur les rochers. La Durande offrait toutes les traces d'une voie de fait épouvantable. C'était le viol effrayant de l'orage. La tempête se comporte comme une bande de pirates. Rien ne ressemble à un attentat comme un naufrage. La nuée, le tonnerre, la pluie, les souffles, les flots, les rochers, ce tas de complices et horribles. On rêvait sur le pont, désemparé, quelque chose comme le trépignement furieux des esprits de la mer. Il y avait partout des marques de rage. Les torsions étranges de certaines ferrures indiquaient les saisissements forcenés du vent. L'entrepont était comme le cabanon d'un fou, où tout était cassé. Pas de bête comme la mer pour dépecer une proie. L'eau est pleine de griffes. Le vent mord, le flot dévore, la vague est une mâchoire. C'est à la fois de l'arrachement et de l'écrasement. L'océan a le même coup de patte que le lion. Le délabrement de la Durande offrait ceci de particulier, qu'il était détaillé et minutieux. C'était une sorte d'épluchement terrible. Beaucoup de choses semblaient faites exprès. On pouvait dire quelle méchanceté. Les fractures des bordages étaient feuilletées avec art. Ce genre de ravage est propre au cyclone. Déchiqueté et amenuisé, tel est le caprice de ce dévastateur énorme. Le cyclone a des recherches de bourreaux. Les désastres qu'ils font ont un air de supplice. On dirait qu'il a de la rancune. Il raffine comme un sauvage. Il dessèque en exterminant. Il torture le naufrage. Il se venge. Il s'amuse. Il y met de la petitesse. La Durande avait la plaie qu'aurait un homme coupé en deux.
c'était un tronc ouvert, laissant échapper un fouillis de débris semblables à des entrailles. Des cordages flottaient et frissonnaient, des chaînes se balançaient en grelottant, les fibres et les nerfs du navire étaient à nu et pendaient. C'était partout la déchirure, la dislocation et la rupture, et ce je ne sais quoi d'inconsistant et de liquide qui caractérise tous les pêle-mêle, depuis les mêlées d'hommes qu'on nomme bataille jusqu'aux mêlées d'éléments qu'on nomme chaos. Tout croulait, tout coulait, était un ruissellement de planches, de panneaux, de ferrailles, de câbles et de poutres s'étaient arrêtés au bord de la grande fracture de la quille, d'où le moindre choc pouvait tout précipiter dans la mer. Ce qui restait de cette puissante carène si triomphante autrefois, tout cet arrière suspendu entre les deux Douvres et peut-être prêt à tomber, était écrasé çà et là, et laissait voir par de larges trous l'intérieur sombre du navire. L'écume crachait d'en bas sur cette chose misérable. Voilà, un magnifique texte de Totor. Vous avez pu voir qu'il a dû étudier le vocabulaire marin d'une manière soutenue. Et les écrivains comme lui, enfin bon, voilà, avec son talent, avec son... Ouais. Oui, c'est assez bouleversant, surtout quand, comme nous, on est allé près de la mer. En tout cas, Étaples, elle n'est pas tout à fait là, c'est plutôt un bras de mer, mais quand même, on sent avec les bateaux dont a été en carène, un gros bateau de pêche en carène, vous voyez le morceau de... Là, c'était pas un 3 mâts comme celui qu'évoque Victor Hugo, mais simplement un bateau de pêche traditionnel, voilà. Mais quand même, déjà là, je dois dire que c'est un morceau. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée à l'école de Vissant. Pico vient de vous lire donc ce texte de Victor Hugo. Vous pouvez évidemment commander Les Travailleurs de la mer, qui doit paraître en poche, je pense. Ça existe, moi je l'avais en folio. En folio, voilà. À la librairie Républico, bien entendu, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Oberkampf, Fille du Calvaire, au République. Et puis le site, c'est http://www.librairie-publico.com. Voilà. Voilà. Moi, sur le blog de l'émission, j'ai trouvé le livre en format électronique, en libre accès. Mais bon, c'est ce genre de livre, il n'y a rien de tel que de l'avoir dans les mains pour en avoir toute la saveur, quoi. Tout à fait, oui. Il y a le papier pour ça. Et est irremplaçable. Peut-être que c'est une question de génération, que les jeunes gens maintenant qui naissent pratiquement avec un iPhone dans leur berceau, auront moins cette espèce de besoin de tourner des pages de papier. Mais bon. Pour nous, en tout cas, je crois que c'est joué. On tournera des pages de papier jusqu'à la fin de notre vie. Je crois, oui. Mesdames et messieurs, c'est une triste histoire. Le mariage secret de la mer. Mesdames et messieurs, prenez vos mouchoirs, versez quelques larmes pour les pauvres amants, versez quelques larmes pour les pauvres amants. Au début des temps, la mer était bleue, elle se prélassait, lisse comme un miroir. Arriva le vent, qui fut amoureux, une telle beauté qui rougissait le soir, une telle beauté qui rougissait le soir. Il la caressa d'abord en douceur, puis se déchaîna une passion violente. La mer en émoi lui donna son cœur. Les marins du monde
le vent souffle doux, il lui fait des vagues pour lui dire son amour. Il lui fait des vagues pour lui dire son amour. Mesdames et messieurs, si un jour, un soir, votre bateau lutte dans la mer et le vent, mesdames et messieurs, prenez vos mouchoirs, versez quelques larmes pour les pauvres amants, versez quelques larmes pour les pauvres amants. C'était le mariage secret de la mer et du vent, interprété par Long John Silver. On aime bien le nom des chanteurs. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans pub, crédier, ça change pas. À Racaille, pour une émission consacrée à l'école de Vincent, vous voyez, sur l'école de Paris, vous voyez, voilà, et tout de suite, Piquet-Cou va vous en causer dans le poste de cette fameuse école de Vincent, que nous avons, dont nous avons pu voir une exposition, justement, à Étaples-sur-Mer, c'était mercredi dernier. C'était mercredi dernier, un jour de pluie. Une très très belle exposition. Alors c'est vrai que je parle beaucoup là, mais c'est plus logique de parler d'un petit peu de l'école de Vincent, et après Robert vous parlera particulièrement du travail de Virginie de Montbreton, et après d'une exposition sur les femmes au musée de la Marine. Non, c'est normal qu'elle parle beaucoup, puisqu'elle travaille beaucoup en même temps pour préparer cette émission. Donc c'est une petite commune du Pas-de-Calais qui est située sur la côte d'Opale, qui se nomme Vincent, et qui va devenir au XIXe siècle un foyer artistique très vivant, regroupé autour du couple de peintres Adrien Demont et Virginie Breton. Alors Virginie Breton est la fille du naturaliste Jules Breton, et Adrien Demont, lui, était l'élève de Jules Breton. Adrien, découvrant la baie de Vincent depuis les hauteurs du Cap Blanc-Nez, aurait laissé échapper: c'était pour moi comme une vision de la terre promise. C'était bien la terre que je cherchais. Voilà, sa jeune épouse, elle aussi, est complètement charmée, et le couple décide de venir y travailler tous les étés. Il s'installe les premières années à l'hôtel des Frères Duval, qui est le centre de la vie maritime vicentaise, pour observer et rencontrer les travailleurs de la mer et leurs familles. Attirés par la lumière changeante et délicate du bord de mer, ces peintres se passionnent pour la vie quotidienne de la population et sont témoins des drames vécus lors des naufrages en mer. Ils attirent de jeunes amis peintres, séduits aussi par les couleurs de la baie. Le couple donc de Montbreton fait construire sur une butte vierge dominant le cap Grinet et le cap Blanc-Nez le Typhonium. Le Typhonium, c'est une résidence néo-égyptienne qui va devenir leur demeure, et surtout une maison-atelier pour la colonie de peintres qui prend l'habitude de résider à Vincent. Une colonie sans maître ni élève attitré. Chacun pratique l'étude sur le motif et partage ses impressions et son énergie. Donc le travail a lieu sur le motif gaiement, entre amis, quel que soit le temps, chacun allant près d'Adrien ou de Virginie, suivant le sujet choisi. Le Typhonium est un havre de repos, de détente et d'affection. Les deux Montbretons, qui habitaient auparavant Montgeron, avaient déjà développé autour d'eux un pôle artistique. Donc parmi les peintres de cette colonie, on peut citer Francis Tadgrin, qui est un compagnon de travail et ami du groupe. Il est originaire de Berck. Donc musée de Berck, apparemment, on a prévu de retourner parce qu'on peut voir beaucoup, apparemment pas mal de ces toiles. Donc là, dans cette exposition au visage de la terre et de la mer, il y avait une toile qui s'appelle Les Sauveteurs d'épaves. C'est une toile immense qui fait 2,20 m sur 3,20 m, donc un très grand format. Et on voit un couple en avant-plan de la scène qui descend sur la plage. Ils sont courbés en avant pour se protéger des rafales de vent. L'homme est nu-pied, la femme est en sabot. Et ils vont, entre guillemets, profiter de la mort et du naufrage d'un bateau. Donc il y a une lumière jaune qui éclaire la falaise en arrière-plan. La mer est encore agitée et l'on aperçoit l'épave du bateau qui est fracassée contre le rocher. Donc c'est un tableau saisissant
Et le critique Jules de Saint-Hilaire s'exprimait ainsi: « Voilà qui sort de la banalité courante et qui révèle son maître. Un sentiment irrésistible nous entraîne à la suite de ce couple de hardis habitants de la côte. » Il y avait 2 autres toiles de Francis Tadgrin dans cette exposition. Mouillage de détresse au cran aux œufs. Donc là, c'est un bateau qui a les voiles déchirées, qui fait face à la tempête. Et il y a les vagues et l'écume blanche qui sont au premier plan et qui contrastent donc avec la falaise et le ciel sombre. Et il y a surtout une belle lumière, quoi. Et là, il est ancré, si vous voulez. Il s'est réfugié près de la côte, mais ancré. Je ne sais pas si l'ancre va tenir longtemps avec la mer déchaînée, mais bon. Ouais. Donc le premier de leurs jeunes élèves s'appelle Georges Marronnier, il vient de Douai. Et à l'âge de 15 ans, il vient faire ses premières études de paysage et de figure en plein air. Il est intéressé par la vie aussi quotidienne des marins. Il laisse tomber une carrière de magistrat pour se consacrer à la peinture. Donc la toile qu'on peut voir, c'est les Moulières au soleil couchant, donc 1m17 sur 1m97. Et là, c'est pareil, il y a une trouée de lumière à l'arrière-plan qui met en valeur les reflets sur la plage et les rochers qui sont recouverts d'algues. Et là, les femmes partent à la tombée de la nuit, panier au dos, ramasser les moules. Certaines ont un fichu rouge, une autre un pullover rouge. Et l'artiste ici choisit de mettre en valeur ce travail exclusivement féminin qu'elles exercent souvent en complément de la pêche en mer qui est, elle, pratiquée par les hommes. Mmh. Probablement qu'elle travaille la nuit parce que c'est la marée basse. Ça dépend des marées, effectivement. Voilà. Quoi. Un autre peintre dans cette exposition, c'est Fernand Quignon. Donc là, il y a une très belle toile qui a un petit format qui s'appelle les Calfas. Et là, ce qu'on voit, ce sont 2 matelots qui sont transformés en charpentiers et en calfas, donc pour vérifier l'étanchéité des joints des bateaux qui sont souvent construits avec des planches en orme. Le bateau est couché et les matelots goudronnent la coque. Et on voit une épaisse fumée qui s'échappe des flammes. Et surtout, il y a des contrastes saisissants entre la couleur du ciel, qui est un bleu très pur, et les flammes très noires qui sortent du goudronnage fait sur le bateau, et derrière la plage qui est beaucoup plus claire, quoi. Oui, le calfa, si vous voulez, c'est on refait l'étanchéité de la coque, et avant de passer du goudron sur la coque, eh bien, on refait l'étanchéité entre les bordées avec de l'étoupe, du coton, etc., ou des cordages de chanvre qu'on enfonce en force à l'aide d'une espèce de masse et puis d'un outil, voilà, qui peut ressembler à un ciseau, mais ça coupe pas. C'est juste pour enfoncer justement ces cordelettes de chanvre, je crois, ou d'étoupe entre les bordées. Voilà. Un autre peintre, c'est Fernand Stevenard, qui est un ami d'enfance de Marronnier, donc qui est aussi élève d'Émile Breton. Émile Breton, c'est le frère de Jules Breton. Ensuite, il sera élève d'Adrien Demont. Et il est aussi séduit par Vissant, tant par l'immense plage de sable et les flobards que par la lumière sur les paysages de l'intérieur. Donc les flobards, ce sont les bateaux de pêche. Donc après son passage chez les Demont-Breton, il se fera construire une villa-atelier au Vrimé, dans laquelle il travaillera avec sa femme, qui est elle aussi peintre. Et la toile qui est dans cette exposition s'appelle Le Ciel, donc c'est un énorme nuage aux boucles et aux empattements très généreux qui s'impose au-dessus d'un champ moissonné. Le ciel, c'est un ciel quasi impressionniste. Ah oui. Et il y a une autre toile qui s'appelle Sur le motif. Donc là, c'est un champ de fleurs, donc dans les tons roses, des roses assez pétants. Une silhouette féminine se dégage. Elle est vêtue, elle, de jaune et de bleu, et elle est faite par petites touches. Moi, c'est une toile que j'ai vraiment beaucoup appréciée aussi, quoi. Mais le ciel là est aussi très impressionnant parce que il est complètement anachronique dans les ciels de cette expo, quoi, si on peut dire. Ah oui, complètement. Ouais. Donc un autre peintre qui a fréquenté un peu l'école de Vissant, c'est Léon Lermite. Léon Lermite, on en avait parlé quand on avait fait nos émissions sur le naturalisme. Il y avait une toile qui était dont on avait beaucoup parlé, c'était la paille des moissonneurs. Oui, absolument. Une immense tartine aussi de ces peintres naturalistes, comme très très belle. Enfin, on sentait vraiment l'espèce de puissance de ces ouvriers journaliers qui moissonnaient avec des grandes faux toute la journée. Évidemment, les champs de céréales, quoi. Voilà, ça c'est une toile qui est au musée d'Orsay. Oui, absolument. On peut aller la voir au musée d'Orsay, la paille des moissonneurs. Et donc Virginie a attiré dans son sillage aussi de nombreuses femmes d'artistes. Donc il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Sergent, elle qui connaissait le couple déjà à Montgeron.
et elle les avait frappés dès 15 ans, en fait, par la qualité de ses dessins et de ses dons artistiques. Donc elle préfère à Vissant peindre plutôt des champs fleuris ou des maisons, comme le tableau qui est exposé, qui s'appelle la Maison Blanche. Une autre femme, c'est Valentine Pep, qui est, elle, née à Douai, et qui expose aussi très jeune, à l'âge de 18 ans, et qui devient rapidement une élève de Fernand Stiévenard, puis ensuite des deux Montbretons. Une petite toile qu'on peut voir, ce sont les toits rouges à Vissant. C'est une étude sur bois qui est exécutée sur le motif. Et elle choisit aussi des thèmes en lien avec les bateaux, la mer, les fermes, les toits rouges, les fleurs. Et c'est une artiste qui exposera régulièrement au Salon des artistes français. Et enfin, une autre femme, c'est Paul Crampel, une aquarelliste plutôt, qui va là représenter un petit tableau. Ce sont deux flobards, donc ces bateaux utilisés par les pêcheurs vissantais et qu'on retrouve sur de nombreuses toiles. Ouais. Ce sont des tableaux en bois, évidemment, à cette époque-là, c'était pas en plastique, très ventrus. Voilà, ils sont très spécifiques de cette région. Donc voilà, ça c'est quelques peintres qu'on a pu voir lors de l'exposition. Et ce qu'il faut surtout, je crois que ce qui ressort de cette école de Vissant, c'est que il y avait un travail collectif, c'était pas un travail autour d'une académie, c'était vraiment très libre autour de l'amitié et du travail, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chef. Ça se passe vraiment entre gens qui aiment peindre et surtout qui portent une attention vraiment toute particulière à la vie terrible de ces travailleurs de la mer, hommes ou femmes. On vous parlera plus tard dans cette émission des sauterières, qui sont des travailleuses de la mer qui pêchent les crevettes dans des conditions vraiment difficiles. On vous parlera ça tout à l'heure. Voilà, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans lettre, sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piquécou, qui est à la régie aux manettes. Il y a beaucoup d'autres choses, comme je me complais à le répéter. Et tout de suite, on va écouter une chanson bouleversante, moi qui m'a bouleversé, sur les Calfas et les souillés de fond de cale. C'est le groupe, ouais. Les souillés de fond de cale. En fait, les Calfas, c'est une chanson, on a trouvé, il y avait 5 interprètes. Ouais. Et celui-ci, c'est vraiment dégagé au ciseau. Vous allez écouter la voix du chanteur qui prend vraiment au trip, quoi. Ouais. Quand un bateau entre en carène, comme celui-là vous voyez là-bas, on sait pas le mal et toute la peine que se donnent ceux qui sont sur les rails. Dans les taupes, en plein goudronnage, vous voyez bien ce tas de marignards, c'est m'aborder mon équipage. C'est tout Calfa, c'est tout Calfa. On trouve partout des ministres, des sénateurs, des députés, des charpentiers, des ébénistes et même des douaniers retraités. On trouve des femmes de ménage, des nourrices et puis des soldats. Mais ce qu'on ne trouve plus, ça c'est dommage, c'est des Calfas, c'est des Calfas. Je le jure sur la pigouillère que j'avais entendu surger dans le camp, que j'ai vu m'aborder entière, tout le jour en cracher du sang. Mais à présent, sur ma parole, adieu Maillet et Patara, avec toutes leurs sacrées casseroles, il n'y a plus de Calfa, il n'y a plus de Calfa. Maintenant que la tôle fait le bordage, il n'y a plus moyen de faire ses frais. On a supprimé le calfatage, oh c'est du propre que leur progrès. Quoi que le fils fasse leur carrière, des ingénieurs, des avocats, faudra brûler la pigouillère. Il n'y a plus de Calfa, il n'y a plus de Calfa.
y a plus de calfa, y a plus de calfa. C'était le groupe Les Souillés de Fontcal qui interprétait donc les Calfas. Oui, sur Radio Libertaire, je me répète, pour ceux qui se lèvent tard et prennent l'émission en cours de route, qui sachent où ils sont au moins, qui ne soient pas complètement dans le potage, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, à Racaille pour l'émission consacrée à l'école de Vissant. L'école de Vissant qui a consacré pratiquement la totalité de ses œuvres au peuple de la mer, voilà, au petit peuple de la mer, aux travailleurs de la mer, à leur vie dangereuse et surtout extrêmement laborieuse. Particulièrement interprétée par cette peintre, Virginie de Montbreton, fille de Jules Breton, dont on a parlé dans cette émission en même temps qu'on a parlé de Thierry Lhermitte. Vous voyez, c'est à l'époque... Léon Lhermitte, pardon. Voilà, Thierry Lhermitte que je peux pas piffer en plus. Bon, genre d'acteur français franchouillard, voilà, un petit peu pénible. Bon, cette fille de peintre développe sous la direction de son père une formation classique et une rigoureuse observation de la nature. Camarades auditrices, auditeurs, voilà. Bon, ça c'est pour mettre un peu de... enlever un peu le tragique de tout ça, parce que c'est vraiment tragique. Voilà, Picaud vous a dit qu'il s'installe à Montgeron en 1881, à un moment où il découvre la baie de Vissant. Bon, alors concours au salon divers et avariés avec la plage qu'on peut voir à Arras au musée des Beaux-Arts, un tableau magnifique, immense qu'on a vu donc dans cette exposition à Étaples, une peinture qui est acquise par l'État, c'est pour ça qu'on l'a vue probablement à Étaples. Elle poursuit évidemment une carrière magnifique, elle va aux États-Unis, elle est chevalier de ceci, chevalier de cela. Bon, outre la femme et l'enfant, et particulièrement cette peinture qui a été primée au salon, etc., et qui s'appelle La Plage, je pense que c'est ça, avec tous les enfants. Je crois qu'elle avait 24 ans quand elle a peint ce tableau. Ouais. Il est assez fort, mais quand même, elle est là, très proche des naturalistes, donc c'est une peinture assez léchée, assez, voilà, mais en tout cas, qui montre, encore une fois, ça montre pas la société bourgeoise de l'époque, qui existait aussi dans ces coins-là, mais vraiment, c'est une femme de pêcheur avec ses gamins, sur une plage, ils sont tous tout nus, vous voyez, c'est assez édénique, et voilà, et elle représente donc encore une fois là le peuple. Voilà, c'est une époque quand même où on sort des beaux effets, des scènes mythologiques et tout ça, et c'est vraiment eux qui ont ouvert la voie après aux impressionnistes, à tous ces gens-là. Voilà. Virginie peint la vie quotidienne et partage en couple à Vissant les travaux sur le motif avec de jeunes amis peintres, comme vous l'avez indiqué Piquet-Cou dans son papier, voilà. Une veine historique et mystique apparaît dans les années 1890. Oui, bon, mystique, peut-être pas exactement le cas, mais en tout cas, évidemment, ces pêcheurs avaient développé une mystique par rapport, évidemment, à la vie dangereuse qu'ils avaient, aux morts d'ailleurs, dont Virginie Breton a fait une peinture extraordinaire qui s'appelle les Tourmentés, où on voit, si vous voulez, sur une plage encore, on voit des femmes et des enfants qui assistent au repêchage des corps de leurs compagnes, compagnons, père, oncle, tante, cousin, bref, 4 cadavres qui sont là sous une voile de navire, voilà, et dans le fond dans la mer, on voit des gens qui repêchent probablement des corps avec au loin un bateau qui s'est brisé sur les hauts fonds, voilà. Là, c'est la tragédie, quoi, à l'état pur. Il faut voir le visage de ces femmes, leur position, qui indique leur déchirement, qui indique leur détresse, qui indique aussi, d'une certaine manière, leur résignation, avec des tout petits qui sont dans les jupes de maman ou qui sont dans les bras de maman. Voilà, c'est bouleversant, ça donne envie de chialer. Il y a les petites lumières, les petites flammes des lanternes, là, juste devant, là, une petite touche. Voilà, tout à fait, bien sûr, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est Virginie de Montbreton. Elle a aussi
un tableau. Alors là, qui fait vraiment pleurer. C'est le fils de pêcheur, un visage. Moi, j'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est un garçon. C'est un très beau visage de garçon, mais plutôt féminin, qui avance, comme on sent qu'il avance contre le vent. On voit contre le vent parce qu'on voit son écharpe qui part vers l'arrière. Voilà, il a un vent de face, un vent debout, et il a une hotte sur le dos remplie de diverses choses qu'on distingue pas très bien sur la reproduction, et je me souviens pas d'avoir bien fait attention non plus en le voyant en réalité. C'est un portrait, voilà, et qui a eu beaucoup de succès, particulièrement outre-Atlantique. Voilà, c'est dans les pratiques de Virginie, des sujets de paysage ou thématiques liés à la représentation de la vie quotidienne des familles de marins. Voilà, et ça plaît tout particulièrement au public américain. Ils sont beaucoup plus proches de ces choses-là que les franchouillards, les bourgeois, voilà, de France. Eux, c'est un jeune pays où leurs ancêtres, pas très lointains, étaient des pionniers, en particulier des aventuriers qui venaient dans ce pays attirés par justement la nouveauté, un pays tout neuf. Voilà, et donc ça a été c'est eux qui ont permis à l'art français ce 19e siècle, l'art moderne naissant français, de vivre et de se perpétuer. Voilà, on le doit au moins aux Américains. On leur doit pas que la libération de la dernière boucherie, mais on leur doit aussi, si vous voulez, d'avoir participé à la reconnaissance d'artistes français tels que Virginie de Montbreton. Voilà, qui parvient à insuffler une force dans les détails, à mettre en évidence dans ce jeu de mousse, justement. Je vous parlais de cette écharpe qui est malmenée par le vent, et puis il y a le ciel aussi tourmenté et gris qui confère à l'ensemble une dynamique que la marche en avant de l'adolescent, de l'adolescent, vient renforcer. Comme voilà, c'est là où on voit le génie du peintre, quoi. C'est autre chose que la photo, hein. Ça comporte un caractère d'autant plus dramatique quand on regarde cette peinture. C'est ce jeune homme oui, on dit il était encore mineur, quoi. Ce jeune homme va mourir peu de temps après la fin de l'exécution de ce tableau. Voilà, il va mourir dans un naufrage d'un navire qui s'appelait l'Amiral Courbet. Voilà. Son nom, c'est Jacques Pour, Pou2re. Voilà, et qui décède dans ce naufrage qui survient au large de Vissant. Vous voyez, c'est pas en pleine mer, c'est au large de Vissant. La nuit du 19 au 20 novembre 1896, le tableau a été fini, évidemment, en 1893, voilà, quelques mois avant la mort de jeune homme. Voilà. Et il inspire aussi un autre peintre dont vous a parlé Piquicou, Georges Marronnier, une étude similaire. Mais bon, je pense que celle de Virginie de Montbreton est quand même plus forte, de mon point de vue en tout cas. Voilà, conservée actuellement au musée des Beaux-Arts de Gand. Voilà, cette peintre a fait, on l'évoquait, aussi une scène familiale très touchante, évidemment, où on voit une femme de pêcheur avec 4 enfants. Donc sur une plage, et il y a les 2 petits sont nus et 2 plus grands ont une espèce de choses autour de caleçon, quoi. Voilà, aller sur la plage avec des végétations propres aux plages. Je sais plus comment ça s'appelle ces végétaux. C'est un nom. Si c'est un nom. Bon, je vais faire une étude botanique tout de suite. Là, voilà. Elle a fait ça. Elle a fait aussi, je vous dis, c'est les tourmentés, quelque chose de prodigieux de mon point de vue en tout cas. Il y en a 2 à l'exposition parce qu'elle avait fait une étude. Il y en a un qui est plus petit, c'est l'étude, et puis le plus grand qui n'est pas tout à fait cadré de la même manière. Pas tout à fait, dans la composition pas tout à fait la même. Elle a fait aussi la grande marée d'équinoxe, c'est pareil, où il y a aussi des gens qui ailent des morceaux d'épave. Voilà, ils sont plusieurs à tirer vers eux ce qui semblerait être le haut d'un mât avec cette petite vigie qui avait d'accrocher tout en haut. Voilà, on voit un squelette de coq à proximité, et la mer. Il y a une lumière sur ces vagues qui déferlent, quoi, qui se brisent, qui est extraordinaire, avec un ciel presque noir. Au fond, on voit une espèce de construction sur la mer. Est-ce que c'est un fort? Est-ce que c'est avec
un bel ocre lumineux. Voilà, c'est vraiment. Puis elle fait des Et dans ce tableau, ce que je veux ajouter, c'est que la mer, l'écume de la mer a une lumière vraiment superbe. Oui, voilà, c'est ce ça. qui saute aux yeux. Là, on a cette lumière qui nous arrive. Et d'ailleurs, à tel point que les deux personnages, on les voit pas forcément tout de suite. Là, Non, bien sûr. Et ils sont complètement dans l'ombre et on les devine plus qu'on les voit. Et enfin, un aussi que j'avais remarqué et qui m'avait beaucoup plu parce que il est pas dramatique, il est paisible, c'est vraiment une carte postale, quoi. C'est l'enfant jouant sur la plage, un enfant tout seul, avec le sable jaune à l'infini presque, une toute petite ligne bleue tout en haut de la toile, suivie encore plus loin, c'est le cap Griné, je crois, ou quelque chose comme ça, avec un flobard échoué, parce que c'est la marée basse, 2-3 petits bateaux, et cet enfant a dans les mains un bateau, probablement qu'il a construit lui-même, un petit bateau, comme on fait des maquettes aussi. Il a un béret rouge, une chemise rouge aussi. Vous voyez, voilà. Le rouge d'ailleurs revient assez souvent. Il y a toujours des touches de rouge dans toutes ces peintures. À croire qu'à cette époque, le rouge vraiment c'était une couleur prisée aussi bien par les gens du peuple peut-être que par les gens qui n'étaient pas, quoique j'en ai jamais remarqué de rouge sur les bourgeois, mais chez les gens du peuple, oui, c'était encore, voilà. Ce qu'on avait vu, on avait noté sur les peintures naturalistes, que dans les champs, il y avait toujours un fichu rouge ou un tablier rouge quelque part, quoi. Oui, bien sûr. Oui, il y a aussi donc ces deux enfants devant la mer, le marin et son flobard, voilà. Je crois que c'est ces filles là qu'elle a fait poser en fait. Et là, pour une fois, il y a un beau ciel, enfin, en tout cas, qui est pas vide de nuages, mais qui est une belle couleur bleue, voilà, avec une mer aussi qui pourrait être la Méditerranée. Ça change un peu des mers grises de cette région. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est une nana. Et il y a aussi évidemment le pêcheur de crevettes avec des enfants, qui est un petit peu curieux pour moi comme peinture. Ces deux enfants, on croirait plutôt des angelots. Voilà, ils sont blonds tous les deux, ils sont nus et ils sont près d'un pêcheur de crevettes tout harnaché avec un ciré, etc. Et puis un grand filet à crevettes. Voilà. Ça, c'est Virginie Dumont-Breton, une artiste qui, à mon avis, est magnifique, comme pouvait l'être aussi son père. D'ailleurs, dans ses portraits, particulièrement dans ce jeune homme, dans ce mousse, on retrouve un peu, si vous voulez, les caractéristiques des portraits de son père. Voilà. C'est, enfin, en même temps, comme elle a étudié avec lui, l'art avec lui, c'est pas tout à fait étonnant qu'elle en ait pris une part de la personnalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Je crois que j'ai pas vraiment fait le tour parce que il faut y aller, parce que nous on a eu cette chance, c'est qu'on a vu les peintures et on a été confrontés en quelque sorte à une espèce de survivance de ce qui s'est passé à ces époques. Particulièrement, on a croisé, si vous voulez, un navire de pêche, comme je vous l'ai déjà dit, au sec, en train d'être probablement remis à neuf. Et là, on était vraiment dans le sujet. D'ailleurs, vous verrez tout ça. Piquécou a fait un tout petit film sur nos pérégrinations dans Étaples-sur-Mer, et vous verrez tout ça sur le blog de l'émission à partir de demain. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose qui est quand même assez important par rapport à Virginie Dumont-Breton, c'est qu'elle avait rejoint l'Union des femmes peintres et sculpteurs, oui, absolument, ouais. Et qu'elle a été présidente pendant 6 ans, de 1895 à 1901, et qu'elle a réussi à obtenir de Jules Ferry l'entrée officielle des femmes à l'école des Beaux-Arts et le droit de concourir elles aussi pour le prix de Rome, quoi. Ah bah voilà, c'est pas mal quand même. Alors une nana, elle était jusqu'au bout des choses, hein. Elle s'est intéressée à la vie des ouvriers de la mer, voilà, et elle a fait ses plus beaux chefs-d'œuvre avec ses peintures, et puis aussi aux droits des femmes, féministes avant l'heure, voilà, c'est donc les nanas qui sont aux Beaux-Arts actuellement, qui peuvent concourir pour le prix de Rome, comme celle dont on vous avait parlé, qui a refusé d'aller à Rome, là, c'était... Ah oui, c'était Anna Quinco. Anna Quinco, oui. Cette bretonne, là, voilà. Eh bien, vous le devez à cette peintre, Virginie Dumont-Breton. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle a rassemblé, elle incitait les femmes à peindre, donc elle s'est vraiment battue pour ces femmes aussi. Et il me semble qu'on avait lu que tous ces peintres avaient aussi fait une caisse de solidarité. Hein. Oui, tout à fait, pour les pêcheurs, bien sûr. Oui, ils s'impliquaient pas seulement en étant témoins, mais aussi acteurs, justement,
en créant cette caisse de solidarité, évidemment pour les pêcheurs, pour les femmes de pêcheurs surtout, parce que quand leur mari décédait en mer, il n'y avait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de pension de reversion, il n'y avait rien, pas de sécurité sociale, rien du tout. Elles étaient vraiment dans la misère. Voilà. Dans la côte à la nuit tombée, on chante encore sur les violons, au bistrot sur l'accordéon, c'est pas la bière qui te fait pleurer. Et l'accordéon une jour, envoie le pierre du matelot, fout des embruns au fond des yeux, et ça reprend chaque fois qu'il pleut. Mon petit garçon, fais dans ta tête les chansons qui font la fête. Et crois-moi que quand je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao. Ah la baba, ça fait une peine que je me balade. Et le temps qui passe, ça fait trop vieux, une mauvaise ride autour des yeux. Allez Joe, joue-nous de l'Irlandais, t'as appris quand tu naviguais, pendant ton escale à Galway, du temps où t'étais tribordais. Du temps où c'était pas la joie, veiller au grain dans les pavois, les mains coupées, non remplacées, sans même la force de fredonner. Mon petit garçon, fais dans ta tête les chansons qui font la fête. Et crois-moi que quand je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao. Ah la baba, ça fait une peine que je me balade. Et quand il passe, ça fait trop vieux, une mauvaise ride autour des yeux. Et y a le temps qui mouille au dehors, dans la voilure y a le vent du nord, les yeux des filles belles à aimer, et la chanson qui te fait pleurer. Et même si t'as pas navigué, t'as le droit de boire avec les autres. Et quand même un frère de la coupe, et quand même doit la gueuler. Mon petit garçon, c'est dans ta tête les chansons qui font la fête. Et crois-moi que quand je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao. Ah la baba, ça fait une peine que je me balade. Et quand il passe, ça fait trop vieux, une mauvaise ride autour des yeux. Quand on sera sous comme des bourriques, on ira chanter sur les quais, en rêvant des filles du Mexique, les chants des navires négriers. Mal sur la pouline envoyée, quand la boiteuse va au marché, quand on virait au cabestan, et toutes les vieilles chansons d'enfants. Mon petit garçon, c'est dans ta tête les chansons qui font la fête. Et crois-moi que
c'était Mon petit garçon, interprété par le groupe Les Marins d'Iroise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mec, sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée à l'école de Vissant, et on va se terminer avec les sautrières, voyez-vous, une expo photo au musée de la Marine. Au musée de la Marine, un super musée. Oui, à Étaples, où une encore plus charmante descendante justement de ces pêcheurs, de ces charpentiers de marine, de ces marins de la côte d'Opale, est à l'entrée, accueille les visiteurs. Voilà, vous la verrez d'ailleurs sur le petit film que Picou a fait sur notre périple dans cette région. Oui, et alors dans ce musée de la marine, où on voit évidemment beaucoup de témoignages de cette époque vraiment héroïque, de la marine à voile, de la pêche en bateau à voile. Voilà, il y a aussi une expo photo magnifique sur les sautrières. Alors les sautrières, pourquoi ? Parce que elles pêchent des crevettes, et que pour les pêcheurs, les crevettes ressemblent à des sauterelles. Voilà. Parce que c'est vrai que les crevettes, elles sautent aussi. Donc ce sont des sautrières. Et alors, les sautrières d'Étaples, elles partaient d'Étaples à pied, souvent pieds nus, jusque sur les plages de Vissant. Non, du Touquet. Du Touquet, oui. Ça faisait quand 5 même kilomètres. 5 kilomètres, ça fait un peu plus d'une heure de marche. Je rappelle, à pied, pieds nus, avec le matériel de pêche, c'est-à-dire des grands filets, genre des puisettes géantes, vous voyez, au bout d'un manche, et puis un panier pour mettre tout ça dedans, etc., etc. Donc elle partait à l'aube et revenait le soir, voilà, à pied, avec leurs pieds nus encore, les jupes, les robes mouillées jusqu'aux hanches pratiquement, parce que elles s'enfonçaient dans la mer, voilà. Et puis je rappelle, moi je suis allé une fois à Fort-Mahon, on a pêché la crevette avec ces grands filets, moins grands que les leurs. Et je dois dire qu'on était violets quand on est sorti de la mer, on n'y est pas resté aussi longtemps qu'elles, parce qu'elles y restaient tout le temps où montait la mer, quoi, en marée haute. Et voilà, et puis probablement aussi quand la mer se retirait, elle la suivait, voilà. Et je dois dire que c'est vraiment, vous verriez, moi je trouve que ce sont des femmes magnifiques, vraiment un témoignage photographique il s'appelait Prévost, le peintre, oui, voilà. Le photographe, oui. Photographe. Et il y en a quelques-unes dont on a relevé le long séjour sur Terre jusqu'à 103 ans. Ça conservait, et moi ça me fait penser à un reportage que j'avais vu sur Arte sur des pêcheuses japonaises qui étaient à peu près dans le même trip, sauf qu'elles plongeaient sous l'eau. Elles allaient chercher des espèces d'huîtres, je sais pas quoi, sous l'eau. Voilà, pareil, aussi, elles pouvaient faire des personnages âgés jusqu'à 90 ans. Il y en avait qui plongeaient à 75 ans encore. Voilà, ça fait des gens vraiment solides. Elles étaient jamais malades, ces sautrières. C'est relevé dans le petit reportage que j'ai vu. Voilà, elles avaient des enfants, 10 enfants, faut dire que bon. Et pourquoi elles faisaient ce métier terrible? Parce que c'est pas un métier rigolo. Peut-être que l'été, c'était un petit peu moins difficile. Voilà, et puis elles voyaient les touristes, tout ça, ça les faisait bien rigoler. Mais en tout cas, elle faisait ça parce que, voilà, justement, on a vu aussi les petites maisons des pêcheurs où ils vivaient là-dedans à des fois 10, 15. C'est minuscule, on se demande comment ils pouvaient vivre là-dedans. Voilà, alors elle faisait ça donc pour amener un complément de revenus à la famille. Et souvent aussi, quand leur mari était mort en mer, il leur restait ça au moins pour essayer de survivre. Voilà, ça s'appelle donc, si vous allez à Étaples-sur-Mer, on vous oblige pas, hein. Mais si vous pouvez aller voir ce musée de la marine, vous êtes très bien accueillis. Vous pouvez parler justement avec cette jeune femme, Véronique, voilà, dont le père était charpentier de marine, et il a participé. Il y a une quille de bateau de pêche énorme. Et son père a participé à la construction de cette quille. Il connaissait, parce que chaque morceau de la quille a un nom particulier. Vous voyez, c'est vraiment. Quand on essaye de comprendre, il y a des bateaux en taille réelle. Il y en a deux bateaux en taille réelle, dont un avec une petite cabine à l'avant. Enfin, faut voir la cabine avec un poêle aussi. Voilà, c'était
ce bateau était comment dirais-je, était manœuvré avec un seul matelot, le propriétaire du bateau. On se demande comment il pouvait faire, parce que c'est du lourd, hein, croyez-moi. Voilà, c'est le truc qui doit faire 4 mètres de long, peut-être 5 mètres peut-être. Mais alors c'est du lourd, hein, tout. Et les cordages, là, c'est pas du tergal, hein, c'est du chanvre. La toile, elle est épaisse comme une... Voilà, c'est une toile de tente marabout militaire, vous voyez, marabout de ficelle, voilà. Et on peut penser, mais le moindre canot qui était embarqué sur les plus gros voiliers, c'était des machines qui pesaient des poids considérables. Voilà, les types, fallait qu'ils soient costauds. Et le mec, il a navigué sur ce bateau de pêche jusqu'en les années 70, je crois. Voilà. Et il faut aller voir ça, parce que vous vous rendez compte que oui, il y a un marché aux poissons aussi à Étaples-sur-Mer que Piquet-Cou a photographié, vous pouvez regarder, où mais maintenant les pêcheurs ne sont plus à Étaples, sauf quelques petits barcasses qui peuvent rejoindre, qui peuvent pêcher dans l'estuaire, mais autrement les pêcheurs vont pêcher à... C'est à Boulogne. À Boulogne, voilà. À Boulogne. Et d'ailleurs, ce qu'on peut préciser, c'est que ce musée de la Marine est dans l'ancienne halle de la Criée aux poissons. C'est ça, qui a été restauré et puis qui est il y a une foultitude de choses à voir, mais c'est extraordinaire. C'est trop même presque pour une seule visite. J'imagine que si j'avais pu visiter un musée comme ça quand j'étais adolescent, etc., où la mer pour moi c'était quelque chose d'impossible à oublier, eh ben j'aurais été vraiment heureux. Peut-être que je serais devenu marin d'ailleurs. Et puis il y a quand même aussi un fond de peinture très intéressant dans ce musée. On a pu voir justement dans le hall là derrière Véronique, à côté de cette quille, il y a 2 tableaux d'Eugène Chigot qui représentent ces métiers de femmes. Il y a une verrotière justement aussi, ces femmes qui allaient essayer d'attraper les vers. Les vers à rénicole pour la pêche. Voilà. Et dommage qu'ils soient pas trop mis en valeur ces peintures, parce que souvent il y a quelque chose devant. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, je pense qu'ils rejoindront probablement les collections du musée de ce musée qu'on a visité avant, le musée à la maison de je sais pas quoi. À la maison du Pont, en fait, il est question de faire un musée départemental, justement, avec toutes les œuvres des peintres des environs, parce qu'il y en a sur Douai, il y en avait eu sur Arras. Et dans ce musée de la Marine, donc Véronique nous expliquait que donc leur fond de peinture peut tourner. Et il y a aussi 2 livres à l'accueil. Il y a eu des colonies américaines et australiennes de peintres qui se sont installés sur cette côte d'Opale. Voilà, c'est ça. Non, elle est assez. Elle a quand même beaucoup de choses à raconter. Il y a un fond de 30 peintures, je crois, ou quelque chose comme ça qu'elle nous avait indiqué. Ils ont un fond, voilà, c'est ça. Non, si c'est pas très loin de Paris, hein, c'est à combien, 2 heures? C'est à 235 km, donc par la route, il y a l'autoroute, je crois, à 16 qui va par là. Sinon, il y a le train qui normalement met 2h30. Oui, sauf que nous, pour rentrer, on a mis 7h30. On s'est bien marré en même temps. Le train a été bloqué en gare à Abbeville, il y avait un train de marchandises qui bloquait les rails. Et voilà, le temps que tout se mette en place, qu'on nous amène un bus pour aller à Amiens, qu'Amiens, on attend d'une heure qu'un train omnibus nous amène à Gare du Nord. Voilà. Au lieu d'arriver à 8h à Gare du Nord, on est arrivé à vers minuit moins le quart. Minuit, voilà. Et on était chez nous vers minuit et demi, 1h du matin. Bon, mais enfin, on s'est bien marré parce qu'il y a toujours des râleurs, il y a toujours des gens. Voilà, c'est amusant. Enfin, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de s'amuser. Voilà, mais on avait la tête pleine de belles choses. Voilà. Donc surtout Piquet-Cou, parce qu'elle particulièrement, elle absorbe ça comme une éponge. Moi, je suis un peu plus à distance, mais alors Piquet-Cou, non, elle est en plein pot dedans. Voilà. Voilà, donc ça c'était la rediffusion de cette émission du mois de novembre, mais ça reste d'actualité, on a l'impression d'être encore dedans. Oui, on est comme si on avait fait ça il n'y a pas longtemps, on en revient là. Oui. Ouais, oui, ce retour était assez folklorique, on doit dire. En même temps, on a eu droit à un casse-croûte de la SNCF, des boîtes repas, tout ça. Bon, mais c'est pas des vaches qui étaient sur la voie ferrée aussi? Oh, je sais plus. Si, il y a eu des vaches sur la voie ferrée, si. Voilà. Bon, voilà, moi j'adore les voyages comme ça, on sait jamais. Où il arrive des choses vraiment inattendues. Bon. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Arracaille,
qui va se faire seppuku, parce que bon, la partie artistique est terminée. Quoique, il y a encore les expositions, le culturel de la semaine, etc., etc. Ouais, alors les expositions, alors c'est quelques nouvelles expositions pour cette semaine. Il y a les Riot Girls, alors ce sont les filles cachées de Clovis Trouille. Elles sont quatre et elles n'ont peur de rien. Elles osent dessiner le féminisme, la sexualité, la religion. Il n'y a aucun tabou dans leurs œuvres. Et ça, c'est une exposition qui a lieu du 1er septembre au 23 septembre 2017, 27 rue de Charonne, donc dans le 11e arrondissement, au métro Le Dru-Rollin. Voilà. Et il y a un vernissage jeudi soir, jeudi 31 août, de 17h à 21h. Une autre exposition qu'on a découverte, c'est Raymond Rochette. Alors Raymond Rochette, c'est un peintre qui est exposé actuellement au Creusot. C'est un peintre du geste ouvrier, donc c'est un instituteur qui a passé une grande partie de sa vie à dessiner d'abord des paysages dans lesquels il a petit à petit amené des toits d'usine, et l'usine Schneider était à côté, et après moult essais et demandes, il a réussi à être accepté pour pouvoir aller peindre des ouvriers à l'intérieur de ces usines. Il y a alors exposition, là un auditeur qui nous a parlé d'une exposition à l'orangerie du Sénat, dans l'orangerie du Luxembourg, donc dans le jardin du Luxembourg. C'est Marie-Thérèse Offray. Marie-Thérèse Offray, qui est une femme peintre qui est décédée, qui est née en 1912, qui est décédée en 1990, et qui a côtoyé des peintres comme Vlaminck, comme Bernard Buffet, qui a une œuvre qui aurait inspiré Bernard Buffet. Et là, donc, pendant 15 jours, elle est exposée donc à l'orangerie du Sénat, et ça termine le 4 septembre. Donc les horaires, c'est de 11h à 19h. Donc merci pour cette info, parce que je pense que il faut aller voir, quoi. Alors j'ai regardé dans l'orangerie durant l'été, il y a plein d'expositions comme ça qui durent une quinzaine de jours avec une entrée gratuite. La semaine dernière, on parlait des paysages japonais au musée Guimet, de Hokusai à Asui. Ça, c'est jusqu'au 2 octobre. Après, on est dans des redites d'exposition, sur toujours au musée Eugène Boudin en Fleurs, les deux frères, Henri et René de Saint-Salise, jusqu'au 16 octobre. Au Palais de l'Europe, à Menton, c'est Odon, Couleurs et Murmures. Raymond Imbert du musée de l'Aduse, c'est Paysages, c'est à Valravillon, donc c'est tout près d'Auxerre, ça c'est jusqu'au 30 septembre. Au musée de Vernon, jusqu'au 29 octobre, c'est Blanche Hochédé-Monet, un regard impressionniste. Picasso, toujours à Landerneau, jusqu'au 1er novembre. Picasso à Rouen. Le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Odilon Redon au musée des Beaux-Arts de Quimper. Agnès Dubarthe, graveuse à Gravelines à côté de Dunkerque. Manguin à Giverny. Robert Combas, on en a parlé la semaine dernière, à Chamarande. Ça, c'est une exposition qui a juste démarré. Et jusqu'au 15 octobre, on peut aller voir l'œuvre de Sisley à l'hôtel de Caumont à Aix. Ouais, mais nous, on ne pourra pas y aller. C'est triste. Bon. Alors, pour le culturel de la semaine, on a visionné avec mes camarades Pichikou les 7 samouraïs de Kurosawa. Un chef-d'œuvre. Enfin, toujours ces photos magnifiques en noir et blanc du Japon, des vraies estampes japonaises, voilà. Avec, des samouraïs. Vous savez, vous connaissez les samouraïs, c'était des guerriers qui se louaient, qui étaient au service de shogun ou de gens comme ça, de la noblesse, enfin bref. Alors il y avait des petits samouraïs, il y avait des grands samouraïs, c'était comme dans tout, hein. Et à la fin de l'ère Edo, justement, si vous voulez, quand le shogun est tombé, les samouraïs ont eu une période difficile, puisque ils étaient considérés comme des renins, puisqu'ils n'avaient plus de maître, ils étaient pourchassés, etc., etc. Bref, enfin, ils étaient dans la dèche. Et là, ces 7 samouraïs ont été recrutés par des paysans qui redoutaient, si vous voulez, à leur récolte du riz, il y avait des bandits qui allaient arriver, comme à presque chaque récolte, pour leur voler toute leur récolte. Voilà.
Et alors, ils font appel justement à des samouraïs pour les défendre. Et alors, c'est toute une histoire assez sympa. Et ils seront nourris pendant tout le temps qu'ils seront dans ce village. Et la nourriture, c'est important quand même, parce qu'ils crèvent tous de faim, ces pauvres samouraïs. Et là, on assiste, si vous voulez, dans ce film, au départ, les samouraïs, les paysans sont des ennemis, héréditaires, puisque les samouraïs sont des spadassins qui massacrent, etc., qui vivent un peu sur le dos des paysans, qui violent leurs femmes, etc., qui tuent, qui pillent. Et là, pour des paysans fassent appel à eux, c'est que les bandits, c'est encore pire, si on peut imaginer. Et donc, on voit peu à peu une espèce de respect réciproque entre cette communauté paysanne, il faut dire assez fruste, hein, même très très fruste, et puis ces samouraïs, voilà. Et c'est cette cette espèce de vie en commun pour prévenir un danger de mort pour les paysans, protéger, que ces samouraïs vont tenter de protéger à 7 contre une cinquantaine de bandits. Il faut quand même le faire. Et il y a une espèce de fraternité qui s'instaure, qui est très fragile, hein, parce qu'on verra à la fin, vous verrez. On ne va pas vous la révéler. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a regardé en version longue, c'est-à-dire 3 heures et quart de film. Mais cette version longue, justement, permet de garder des séquences qui ont été coupées, qui concernent justement ce regard un peu ethnologique sur la communauté paysanne, sur la communauté des samouraïs, et de les confronter. Voilà. Non, c'est vraiment... des paysans, vous savez, c'est pour eux, la terre, le riz, la récolte, c'est quelque chose, c'est leur vie, quoi. Et donc, on le ressent bien dans ce film-là. D'ailleurs, la précarité, la fragilité de leur existence, voilà, qui sont une existence, si vous voulez, qui est vouée, évidemment, à la culture du riz, mais aussi qui est sans cesse mise en danger de mort par des prédateurs qui font rien sauf de leur voler le fruit du travail d'une année, voilà. Ouais, ça arrive à mêler effectivement cette vie difficile et avec aussi plein d'humour. Par moments, on a l'impression que ce sont des acteurs de théâtre tellement le jeu est un peu forcé. Justement, peut-être aussi ce noir et blanc qui force un jeu expressionniste. Ouais. Mais c'est un vrai régal ce film. Ah oui, magnifique. On avait vu aussi celui d'avant. Impitoyable. Impitoyable aussi, c'est un peu dans la même veine, voilà. Impitoyable, et c'est de Samouraï, c'est de Kurosawa, cinéaste immense, quoi, vraiment, en noir et blanc. C'est, pour moi, en tout cas, la couleur ne remplacera jamais ce noir et blanc où les photos, où on était obligé de faire des images parfaites pour pouvoir raconter une histoire, voilà, émouvoir le public. Voilà. Autre chose dans le culturel, on a découvert par hasard hier que France Culture, dans l'émission La Fabrique de l'Histoire qui passe tous les matins entre 9h et 10h, en fait, il y a quatre émissions consacrées à l'histoire des anarchies. Donc hier, c'était sur la naissance du mouvement anarchiste avec une intervenante qui travaille au CIRA de Lausanne. Et là, ce matin, c'était une émission consacrée à Germaine Berton. Germaine Berton, qui était une femme qui n'avait pas peur d'aller massacrer, d'aller tuer, qui était vraiment une femme virulente. Mais on n'a pas écouté encore cette émission. Donc voilà, on a écouté celle d'hier. Ça nous a paru plutôt pas mal. On était assez surpris. Oui, c'était assez... Puis la radio, c'est ce charme de la radio. Voilà, on écoute une histoire, on retrouve un petit peu l'enfance aussi, où les histoires à la radio étaient assez installées. On n'avait pas la télévision, toutes ces choses pourries, voilà, qui ne flattent que le regard, mais pas vraiment l'intelligence. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes
des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valet de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Francesca Solville, La Semaine sanglante.